depuis 87, petit à petit, on fait de la ville durable et même de l'écoquartier, comme M. Jourdain faisait de la prose, progressivement, on intègre des éléments de la définition même de ce qu'est la ville durable dans ses 5 composantes et qui rentrent dans les faits, mais petit à petit, parce que la ville n'est pas créée ex nihilo, surtout une ville de 2600 ans. La ville se transforme, se refait sur elle-même, refaire la ville sur elle-même. Et par conséquent, c'est étape par étape, pas maison par maison, mais parfois, effectivement, quartier par maison, ou maison par maison, que la ville se refait. Et que ça veut dire, la ville durable et l'écoquartier? Ça veut dire que, par exemple, à la Porte d'Aix, qui est un quartier qui va se refaire, est en train de se définir dans un nouveau format, eh bien, il y aura une nouvelle composition, j'allais dire, de l'habitat. Donc ça sera densifié, je parlais tout à l'heure de la densification en termes d'habitat, mais de l'habitat, j'allais dire, adapté et évolutif, on y viendra peut-être tout à l'heure, de l'habitat BBC, basse consommation, intégrant les normes nouvelles en matière de construction, grâce au progrès en particulier des ingénieurs qui travaillent dans les compagnies de construction, et il y a des groupes exemplaires à cet égard. Dans ce quartier de la Porte d'Aix, eh bien, il y aura des équipements publics, mais sur place, on ne sera pas obligé de faire 3 km pour aller vers une piscine, elle sera intégrée dans un immeuble. Il y aura un gymnase également sur place. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et il y aura, bien entendu, un espace vert de rencontre pour que les gens puissent être contents d'être ensemble. Et ainsi, sur un quartier qui a beaucoup souffert et souffre aujourd'hui d'être un peu sur une vitrine négative dans l'actualité, eh bien, la ville d'autrefois va se transformer et reprendre un certain nombre de qualités par rapport aux défauts que le temps lui avait donné. Et il y a là tout ce qui se fait à une certaine échelle. Bien entendu, plus on travaille à une certaine échelle, plus on a la capacité d'intégrer les techniques, mais surtout les composantes. Il faut que les gens se déplacent quand même un peu moins, ne soient pas obligés de faire... Aujourd'hui, le temps de déplacement moyen d'un individu français moyen, c'est 40 km. Alors, quand on habite, évidemment, en centre-ville, on ne fait peut-être pas 40 km, mais en moyenne, un Français fait 40 km par jour. Évidemment, ça, c'est une des composantes de la ville étalée. C'est trop. Il faut rapprocher les gens de leur lieu de travail, de leur lieu de vie quotidienne et de leur lieu où ils ont les services, les équipements. Donc, il y a là, évidemment... Et quand on ne peut pas les rapprocher, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde au même endroit et tout au même endroit, il faut que les déplacements moins nombreux, moins longs, soient faits selon des systèmes de déplacement écologiques. Alors, on parle évidemment de l'évolution de la voiture, mais aussi, surtout, de l'évolution des transports en commun, en site propre, qui sont une dimension essentielle de l'évolution de la ville. Valérie, vous nous montrez peut-être ces visuels sur les écoquartiers. Je voudrais qu'on explique un petit peu. La dame qui a réalisé demandait tout à l'heure des solutions concrètes. Alors, je vais en soumettre 2 parmi tout un panel. Modestement, je vais vous en soumettre 2. Alors ça, c'est à Strasbourg. On a essayé d'imaginer le partage de cet espace public très convoité qu'est la rue entre les piétons, les motos, les gens qui circulent en voiture et où on a finalement une confrontation permanente entre ces différents usagers qui sont tous autorisés, mais pourtant qui ne s'entendent pas forcément et qui sont en concurrence sur le même territoire. Donc on a essayé d'imaginer ce qu'on appelle la chronotopie, c'est-à-dire une approche de la rue en fonction des heures de la journée. C'est-à-dire qu'à certaines heures, on peut très bien imaginer que les véhicules puissent passer, puis à d'autres heures, qu'un certain nombre de passages piétons soient démultipliés parce qu'il y a la sortie des enfants de l'école ou parce qu'il y a la sortie des bureaux et que les gens vont déjeuner entre midi et 2. Alors donc, ça se traduit comment sur ce visuel? Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de signalétique verticale. On s'est basé sur des expériences scandinaves qui ont supprimé dans certaines villes la signalétique verticale parce qu'elle focalise le
champ visuel de l'être humain, c'est-à-dire que vous regardez votre feu rouge et vous ne latéralisez plus. C'est comme ça qu'il y a des accidents, et quand la personne vous dit « je ne l'ai pas vu », elle ne ment pas, parce qu'elle regardait le feu rouge, et on l'a remplacé par une signalétique au sol, sachant que lorsque vous devez voir ce qui est au sol à 20 ou 30 mètres, vous allez le voir sur l'autre visuel. Donc là, vous voyez qu'on a des LED, donc ce sont des technologies intéressantes parce que elles ont besoin de très peu d'énergie, hein. C'est du 50 000 heures de durée de vie, et là on est sur du 3 watts le mètre carré, donc c'est assez intéressant, et l'idée c'est de matérialiser des espaces différents en fonction des heures de la journée. Vous voyez là par exemple, on a matérialisé une terrasse de café qui était absente pendant la journée, mais on a estimé que le soir, il pouvait y avoir une reconquête pour une meilleure vitalité urbaine de la part de ce café qui peut installer sa terrasse. Ici, vous avez des moyens porteurs entièrement électriques qui sont fabricables demain si c'est décidé, et qui sont dont on peut intensifier l'usage, c'est-à-dire que là, il est sous le module transport de déchets, mais si vous clippez une benne de transport de marchandises ou si vous clippez un module transport de voyageurs, eh bien, c'est le même moyen porteur qui est utilisé. Donc, on intensifie l'usage d'un équipement qui coûte cher, et donc, pour qu'il soit utilisé à plusieurs heures de la journée, à différents moments. Là, vous voyez, c'est la nuit, quand ça dérange moins, on organise un certain nombre de rotations pour le prélèvement des déchets, avec des bennes qui sont d'ailleurs enterrées et qui ont des LED qui permettent de mesurer le remplissage de la benne et donc de n'organiser la collecte que lorsque la benne est remplie. L'idée, encore une fois, monsieur disait tout à l'heure, remettre l'humain au cœur du dispositif. Vous voyez bien que le but, c'est d'avoir réellement une réconciliation des différents usagers de la rue en fonction des heures de la journée. Tout le monde a droit à la rue. Tout le monde. Voilà. Mais il faut un petit peu pacifier cette relation pour éviter une relation trop agressive. Juste pour réagir sur ce visuel, pas forcément ce visuel précisément, mais sur ce qu'est l'écoquartier, je pense que le vrai enjeu, en effet, c'est... Si on veut rétablir les idées de qualité dans le monde urbain, il faut absolument mettre en parallèle la dimension, enfin la grande échelle, l'échelle urbaine et l'échelle individuelle. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir sur des solutions qui, au bout du compte, sont relativement, je pense, simples à mettre en œuvre et qui ne demandent pas une ébauche d'énergie considérable. Donc ça, ce sont des choses relativement simples. Alors moi, pour les écoquartiers, avant de venir sur Marseille, je suis allé voir sur le site du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qu'est-ce que c'était que la définition d'un écoquartier? Parce qu'on en parle, on voit des publicités un peu partout, les mairies en font leur fleuron. Et qu'en fait, derrière ce label, il y a un peu de flou. Il n'y a pas tellement de flou, c'est assez précis en fait, et ça résume exactement ce qu'on vient de dire. Le ministère dit aujourd'hui, l'écoquartier est une opération d'aménagement durable exemplaire. Mesure phare du plan ville durable du ministre, il contribue à améliorer notre qualité de vie tout en l'adaptant aux enjeux de demain. Préserver nos ressources et nos paysages tout en préparant les conditions de la création de logements adaptés aux besoins. Donc on s'aperçoit que dans cette grande définition, on balaye à peu près tous les thèmes de votre débat de ce jour, c'est-à-dire l'écoquartier remet aussi l'individu au centre du débat. Je ne cesse de le rappeler. Nous sommes armés de toutes les technologies possibles pour répondre à des bâtiments mieux isolés, réduire la consommation d'énergie. On a tout sur nous, notre iPad, notre iPhone. On nous parle de réalité augmentée maintenant. Et je pense qu'il faut aussi recréer du lien social, redonner l'espace public à ses habitants. Je pense qu'aujourd'hui, l'espace public, il est vécu aussi comme un espace de confrontation, de tension, voire même un espace dangereux. Et je pense qu'il faut que les habitants, avec les collectivités locales, parmi les projets qui sont en cours, puissent se réapproprier cet espace de la ville. Monsieur a raison. Pour qui travaillons-nous? À quoi ressemblera, si je puis m'exprimer ainsi, l'homo urbanus en 2030? Donc ça c'est une vraie question. Si on regarde un petit peu les prospectives, on a quelques idées. On sait déjà qu'on vivra plus vieux. Pas forcément mieux, puisque malheureusement les maladies neurodégénératives vont s'occuper de nous. Mais ça veut dire qu'on va avoir un vrai problème avec la dépendance. On va également assister à des recompositions familiales, disons une cellule familiale à géométrie variable qui va influer sur la typologie nécessaire des
logements. Et puis on va avoir aussi, du point de vue des modes de travail, on le sait, une explosion des statuts indépendants du type auto-entrepreneur, travailleur en freelance ou ce genre de choses qui nécessiteront aussi parfois de pouvoir faire de son logement son bureau. Bon, donc on a essayé de réfléchir, encore une tentative de solution concrète, madame, on a essayé de réfléchir à l'évolutivité des logements. Alors si on peut voir le visuel suivant, s'il vous plaît, donc logement évolutif. Voilà, donc ça, c'est un programme qu'on a imaginé, c'est du virtuel, on l'a imaginé sur un quartier à Strasbourg qui s'appelle le quartier de Wacken. Et dès le départ, on dépose un panel de permis de construire qui permet d'ajouter une pièce en plus sur le toit ou d'ajouter un module balcon qui permet d'acheter une pièce au-dessus. L'idée, c'est d'accompagner l'expansion de la famille, ou d'accompagner l'accueil d'un ascendant qui est devenu dépendant. Et je vous signale quand même que, et là c'est pas un chiffre de 2030, en 2020, nous aurons 200 000 personnes en France qui seront dépendantes et qui n'auront pas de place en établissement spécialisé, soit parce qu'il n'y aura pas de place, il y aura des listes d'attente, c'est déjà le cas dans quelques villes malheureusement, soit parce que ce sera trop cher et qu'on ne pourra pas les accueillir, il va falloir pouvoir les accueillir dans sa maison, son appartement. Et il y a des solutions. L'idée c'est d'y penser dès la conception. Il peut y avoir des studios mutualisés à certains étages. On peut imaginer des cuisines qui permettent à une aide à domicile de venir faire les repas de 7 ou 8 ou 9 personnes dans l'immeuble. On peut imaginer, comme ici, donc si vous voyez le visuel suivant, on a imaginé, vous allez voir qu'apparaissent, suspense, voilà. On va avoir peut-être ce visuel, donc c'est... je regarde, c'est le deuxième visuel sur le quartier du Wacken à Strasbourg. Bon, écoutez, on va voir l'évolution. Dites-nous déjà, voilà, Valérie, en 2050. un petit peu. Donc vous voyez que en fait, sur le dessus, sont apparus des modules qu'on a imaginés de façon phoniquement et thermiquement totalement isolés, parce que le but évidemment, c'est pas de vous mettre une passoire thermique sur le toit. On voit pas vraiment l'intérêt du point de vue énergétique, mais de permettre à la famille, lorsqu'elle le peut, lorsqu'elle le veut, d'augmenter sa surface habitable. Vous voyez qu'on n'a pas finalement grignoté sur les espaces verts, on s'est contenté d'avoir une structure évolutive dans la durée. On l'a imaginé aussi sur un bâtiment hélicoïdal qui était un petit peu bizarre, mais la structure en hélicoïde se prête formidablement aussi à l'augmentation du nombre d'étages. Donc voilà, ce sont des solutions qui techniquement, alors architecturalement ça peut vous déplaire, mais techniquement c'est déjà faisable. C'est plus compliqué du point de vue juridique, et là il faudrait que le droit, tout comme la finance, nous suive un petit peu plus rapidement, parce que comment imaginer un règlement de copropriété, comment imaginer... Avec la possibilité d'agrandir sur son toit, et puis de peut-être pas faire un étage, 2 étages, 3 étages, voilà. À un moment donné on va limiter, j'imagine. Mais si on peut le faire techniquement, peut-être que les juristes pourraient eux aussi essayer d'être un peu innovants. Qu'est-ce que vous pensez, Écoutez, je ressens les deux dernières interventions comme un appel, en quelque sorte, des techniciens, des ingénieurs, des hommes et femmes de l'art à l'administrateur, aux administrateurs, j'allais dire, de la société. Et c'est vrai, vous avez raison, il y a forcément une dialectique. Vous inventez beaucoup de choses et tout ce que vous dites, vous montrez. Moi, je sais que c'est le résultat d'une mise en effervescence de tout votre groupe. Et où là, vous avez réfléchi, vous avez fait des brainstorming à n'en plus finir. Donc mais c'est aussi une réponse à l'évolution de la société, bien sûr, ce problème de la dépendance. Mais c'est formidable. Tout le progrès que permettent les hommes de l'art et les femmes de l'art en matière d'urbanisme et de construction, d'architecture, c'est très important. D'ailleurs, ça se voit dans les réalisations qui sont en train de sortir, les nouveaux ensembles de logements. Bon, mais l'appel que vous faites en quelque sorte, c'est que vous nous dites, mais ça ne sert à rien, c'est pas suffisant de faire du HQE, du haute qualité environnementale, si on ne fait pas du HQH, haute qualité humaine. Voilà. Et vous avez raison, parce que en fait, la finalité de tout ça, c'est pour vivre mieux, c'est le mieux vivre ensemble. Et donc, ce n'est pas simplement un problème de forme de logement ou de forme de place publique. C'est un problème fondamental de tout faire ensemble, de tout faire évoluer ensemble et d'arriver à offrir à l'homo urbanus, comme vous dites, l'homo urbanus de demain, je veux dire, des meilleures conditions. D'ailleurs, puisque M. Ferrier est représenté ici, je le citerai, puisqu'il écrivait lui-même, la ville durable est celle qui supprimerait les défauts de la ville moderne, qui renforcerait les fonctionnalités de la ville et qui redonnerait à tous le plaisir de vivre en ville.